Salut les amis, alors me voici de retour aujourd'hui pour vous parler de la suite de McCorbin, Gris Présage, donc le tome 3. Je suis contente de venir pour vous parler de ça parce que je vous avais dit j'étais pas très contente de tout ce que j'entendais ces derniers temps et finalement je me suis dit bah voilà, j'ai une saga en cours, pourquoi pas la continuer, je l'aime toujours bien, ça va être toujours bien et ça va me réconforter, ça va me faire plaisir, ça va me rassurer, ça va être cool. Je pense que je peux tout de suite vous dire que oui, ça a bien fonctionné. Ni plus ni moins que d'habitude, c'est toujours pareil. Alors, résumé. On était parti la dernière fois, on nous avait dit qu'il risquait d'y avoir une guerre entre les surnaturels, enfin les terrains indigènes et les humains, parce qu'il y avait un groupe d'humains pro-humains qui s'appelait les humains avant tout, dont un gars qui est le nouveau mec de la femme d'un des flics qu'on suit, qui s'appelait Monty, mais ça c'est son surnom, et son vrai nom c'est Montgomery, voilà. Il s'appelait Montgomery et on le surnomme Monty. Donc moi, je vous avoue, dans les tomes précédents, j'étais souvent paumée parce que j'avais pas compris que c'était la même personne, même si c'était des noms qui se ressemblaient. J'avais pas compris que Monty, c'était un surnom pour Montgomery. Qui fait des surnoms avec ses noms de famille, sérieusement? Donc Montgomery, qui a une fille qui s'appelle Lizzie et une femme qui s'appelle Hélène, je crois. Cette femme s'est mise avec Mark Griff, qui est donc un leader du mouvement Les Humains avant tout. Mouvement qui fait chier parce que ils sont complètement racistes envers les terrains indigènes et envers les humains qui sont sympas avec les terrains indigènes. Donc ça fout la merde. C'est eux dans le 2 qui avaient tué des corbeaux. Accessoirement, bah du coup, il y a les terrains indigènes qui avaient tué le contrôleur et des gens, etc. dans le centre pour libérer des Cassandra Sangué. Donc on en était resté là. Du coup, au début du 3e, il y a Mark Griff qui dit... Voilà, les terrains indigènes, ils ont détruit des institutions dans lesquelles il y avait des filles qui n'étaient pas capables de vivre dans le monde normal. Maintenant, ces filles sont livrées à elles-mêmes dans un monde où elles ne sont pas capables de vivre. Et à cause des terrains indigènes, bah, elles sont dans un truc où elles ne sont pas adaptées, elles vont se suicider, elles vont souffrir, etc. Donc il faut refaire des institutions pour elles parce que sinon c'est dangereux, etc. Donc c'est scandaleux, machin. Donc ils arrivent un peu à retourner la situation en disant que... bah c'est des filles qui, de toute façon, avaient des problèmes mentaux et qu'elles ne pouvaient pas être libérées et que, bah, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est juste mal, etc. Il y a aussi de plus en plus de pénurie de nourriture et donc les pro-humains attisent la haine en disant bah, c'est à cause des surnaturels parce que c'est eux qui gèrent les ressources, donc c'est eux qui vous affament et si vous contrôliez vos propres ressources, si c'était les humains qui les contrôlaient, on n'aurait pas ce genre de problème. Sauf que les surnaturels, eux, savent que c'est pas eux qui sont responsables de ça. Qui fait ça ? Qui est responsable du fait qu'il y a des pénuries de nourriture, sachant que eux ils leur vendent les mêmes quantités de nourriture que d'habitude, etc. C'est ce qu'il va falloir découvrir. On va aussi revoir pas mal de Cassandra Sangué qui ont été libérées donc dans le tome d'avant, voir ce qu'elles deviennent, celles qui sont chez les Intuites ou celles qui sont un peu ailleurs, mais elles sont surtout chez les Intuites, il me semble. Voir si elles s'intègrent, voir si elles survivent, et malheureusement ça va pas très bien se passer. Donc rapidement, il va y avoir une prophétie de Meg qui va dire qu'elle est censée, donc Meg, être l'éclaireuse, être celle qui va dire aux Cassandra Sangué comment il faut vivre à l'extérieur, parce que sinon ça va mal se passer. Les problèmes de Meg pour accepter les choses nouvelles vont beaucoup se renforcer. Elle va faire beaucoup de crises d'angoisse et de moments où elle panique complètement parce qu'elle supporte plus les nouveautés, et on sait que les autres filles font encore plus de crises comme ça. Et ça va être un gros problème, parce que du coup, il y en a qui se mutilent, il y en a qui se suicident et compagnie. Je pense que je peux vous le dire, parce que c'est une des problématiques principales du livre. Donc voilà, il y a deux choses. Il y a toujours le mouvement Les Humains avant tout, qui fait chier, d'un côté, et d'un autre côté, ce qui se passe avec les Cassandra Sangué. Et le fait que si elles n'arrivent pas à s'adapter, malheureusement, ça donne un peu raison à ceux qui veulent les réenfermer. Donc c'est triste, c'est moche, etc. Et les Intuites sont un peu démunis pour les aider, quoi. Parce que ils ont déjà les leurs qui s'étaient suicidés, donc eux, ça les fait plus bader de voir que ça se reproduit. Ils n'arrivent pas trop à trouver de solution. Histoire, donc on est toujours du point de vue de McCorbin, mais on va avoir quelques extraits de lettres qui sont échangées entre des gens mystérieux dont on ne sait pas trop qui c'est. Enfin, bon, il y a un moment, il y a les initiales MG, je crois, donc on doit se douter que c'est Mark Griff. Il y a plusieurs lettres comme ça où... on les lit, on voit que c'est des trucs un peu troubles, mais on sait pas trop qui c'est, etc. au début, et on va le découvrir au fil du temps. Il y a toute une enquête sur ce qui se passe justement avec Lizzie, la fille de Monty. Et du coup, en fait, moi qui espérais que ça parte en guerre et qu'il y ait des gros combats, etc., et que, enfin voilà, ça parle de stratégie, entre guillemets, de comment vont se battre les humains face aux surnaturels et machin, malheureusement, je pense pas que ça va arriver, vu qu'on est au tome 3 sur 5, et que le tome fait le même schéma que les autres. C'est toujours enquête. D'ailleurs, les deux premiers, il y avait vraiment un côté enquête où on savait qu'il y avait des gens qu'on haïssait et qu'on allait défoncer à la fin, et qu'il y avait un moment de défouloir à la fin. Dans ce tome-là,
Il y a un moment d'action à la fin, mais c'est pas un moment de défouloir parce que c'est plutôt les gentils qui sont en danger. D'ailleurs, du coup, j'avais même pas remarqué que ça allait être la fin, et quand le livre s'est arrêté, j'étais en mode ah bon. Malheureusement, je pense que j'aurais pas ce que j'en espérais, vraiment une grosse guerre, etc. D'un autre côté, ce que font le mouvement pro-humain est assez bâtard et c'est plutôt fourbe, etc. Et on est plus dans un truc politique avec des complots, de la manipulation des gens à travers les médias, etc. Enfin, des mensonges, des trucs de politiciens. Et en fin de compte, c'est quand même intéressant. Concept, on est toujours sur un concept où il y a les humains qui sont intolérants, violents, dégueulasses, etc. Bon, il y en a des biens, mais malheureusement, ils sont minoritaires. Et les surnaturels qui représentent plutôt la nature et les choses qui vont de soi. Alors bon, oui, il y a un petit côté, la nature, entre guillemets, est moralement meilleure que les humains, qui peut être naïf et légèrement agaçant. En même temps, ouais, il y a des choses sur ce plan qui m'ont saoulée, mais c'est jamais un point qui m'a vraiment dérangée parce que, en fait, ouais, les humains font vraiment des choses, entre guillemets, dégueulasses. Et moi, je suis plutôt d'accord que tuer pour manger, pour chasser, etc., ça me pose pas vraiment de problème en soi, et que j'ai beaucoup plus de haine envers des gens, justement, qui vont réduire d'autres gens, ou des animaux, ou peu importe, en esclavage, etc. Enfin, faire un truc où on te fait souffrir toute ta vie, où on t'humilie, où on t'écrabouille, etc., plutôt que juste un truc où on te tue d'un coup, comme ça. Donc, j'ai quand même tendance à spontanément beaucoup plus apprécier les terres indigènes et à vraiment pas aimer les humains, même si je pense que c'est vachement idéalisé, l'idée que bon, dans la nature, on est en quelque sorte plus pur. On est plus pur parce qu'on est moins complexe, si on veut. Je pense pas que les animaux soient moralement tout blancs, entre guillemets, loin de là. Ils sont moins tortueux, quoi. Donc ça leur donne moins l'occasion de faire des dégueulasseries, mais s'ils peuvent, ils le font. Donc voilà, il y a un petit peu de naïveté, de voilage de face, ou voilà, d'idéalisation de la nature ou quoi à ce niveau, mais pas tant que ça, puisque d'un côté on voit très bien que les surnaturels sont extrêmement violents, que pour eux régler les problèmes ça veut dire tuer en général. S'il y a un humain qui fait un truc qui leur plaît pas, ils le butent. Et là eux-mêmes ils ont peur de s'être trop humanisés parce qu'ils essayent de régler les problèmes en discutant avant de tuer. Et ils se demandent vraiment si ils sont en train de se corrompre ou s'ils ont raison, etc. Et on peut vraiment se poser la question. Donc il y a un côté intéressant et un côté naïf. C'est toujours cette problématique où voilà, les humains sont extrêmement dégueulasses et en plus ils sont xénophobes et compagnie. Cette haine entre guillemets de ce qu'on connaît pas, la peur de l'autre et tout ça. C'est vraiment une des thématiques du livre. Et puis ce qui est bien, c'est que les terrains indigènes, en retour, entre guillemets, ils ont des réactions aussi racistes, entre guillemets, que les humains, mais ils arrivent mieux à revenir à eux, se contrôler. En gros, quand ils redescendent de leur moment de haine, où ils ont appris un truc horrible sur le moment, ils apprennent à un moment un truc dégueulasse que des humains ont fait, et sur le moment, Simon, il est super énervé, et il dit... Enfin, il s'énerve après les humains qui vivent d'habitude dans l'enclos, et il leur dit dégagez, bande de singes, je veux plus vous revoir, machin, et il galère même à ne pas les agresser physiquement. D'ailleurs, je crois que c'est l'ours, Henri, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'ours, qui le retient en lui disant laisse-les tranquilles, c'est les humains de notre groupe, etc. Et il lui dit ça parce qu'il n'est pas au courant de ce que Simon a appris. S'il l'avait appris, peut-être qu'il aurait été d'accord pour leur casser la gueule. Donc voilà, et sauf que Simon, le lendemain, entre guillemets, quand il a réfléchi, il est capable de se calmer, de revenir à lui, de s'excuser et de dire ouais bon, ok, il y a des humains sympas, on va essayer de continuer à communiquer et à voir ce qui peut être sauvé, entre guillemets. On comprend, entre guillemets, que la violence appelle la violence, etc. Mais les terrains indigènes ont la réaction intelligente après la réaction émotionnelle incontrôlée. Je vois pas comment on pourrait ne pas être de leur côté, entre guillemets. Parce que vraiment, moralement, ils ont pas beaucoup de défauts comparés aux humains. Peut-être aussi parce que je vous dis, moi, la brutalité, la violence et tout ça, ça me dérange pas. Mais des fois, on peut se dire quand même que c'est un petit peu naïf sur certaines choses que je vous dirai en spoil. Encore une fois, il y a aussi le côté, comme nous dans notre société, sauf que bon, malheureusement ou heureusement, selon les points de vue, on n'est pas face à une contrainte aussi radicale que les terrains indigènes. Parce que nous, bon, la nature va finir par nous péter la gueule, ou nous péter à la gueule, selon, mais ça va se faire plus doucement et de manière plus sournoise. Alors que là, les surnaturels, ils sont vraiment en train de dire bon, si les humains continuent de nous saouler, on va les éradiquer, puis c'est tout. D'une certaine manière, c'est plus simple comme ça. Mais je pense que ouais, c'est aussi un peu une métaphore pour dire que dans le monde où on vit aussi, aujourd'hui, on va trop loin et qu'il serait temps de se remettre en question, quoi. Donc ça dénonce beaucoup les travers de l'humanité, et j'aime bien.
puisque moi j'aime pas trop l'humanité. Déroulement de l'intrigue, comme je vous disais, on suit toujours Meg, qui a toujours des prémonitions, qui se coupe de plus en plus sans pouvoir se retenir, et puis ça énerve tout le monde, donc sur ça c'est assez classique. On n'a pas autant qu'avant de choses qui touchent de près à l'enclos, enfin là vraiment on est sur un truc vaste dans le monde, où voilà, il y a des pénuries de nourriture, on sait pas pourquoi, donc on enquête, etc. Puis on est sur une enquête aussi de ce qui se passe avec Monty, sa fille, sa femme, et Mark Griff, etc. Donc, ça fait vraiment quête annexe, entre guillemets, le truc de Monty, et sinon, ça, pour le coup, c'est la quête principale qui dit à la fois de s'occuper des Cassandra Sangué et à la fois de s'occuper des pénuries de nourriture, etc. Mais ça, on s'en occupe de loin, parce que ça concerne pas que l'enclos de Lakeside, en fait. Ça concerne tout Tahitya, donc toutes les États-Unis, quoi, enfin, toute l'Amérique, même, je pense. D'une certaine manière, on pourrait se dire que ça avance pas beaucoup. En même temps, ce qui se passe est quand même intéressant. Il y a toujours le climat je vous disais, d'intolérance, de xénophobie, etc. qui monte. Il y a vraiment un crescendo dans la violence des humains envers les terrains indigènes, et où on sent que les terrains indigènes aussi, évidemment, ils sont violents en retour, mais eux, ils sont vraiment violents juste en réponse. Et après, ça s'arrête. Ça s'arrête, mais de plus en plus, ils se disent, est-ce que on s'arrête encore, ou est-ce que ça y est, on décide que l'humanité, ça nous saoule, et on arrête d'essayer de cohabiter. Donc voilà, le crescendo continue de monter. Pour un tome 3, je m'étais attendue à ce que ça avance plus. Donc en tout cas, comme je vous disais, c'était pas du tout inintéressant. Et du coup, oui, on a beaucoup de points de vue des flics. Et comme je vous disais, beaucoup d'histoires qui tournent autour des flics. Donc on voit toujours Meg, mais on avait déjà avant des points de vue des flics et tout ça. Mais là, vraiment, il y a peut-être la moitié de l'histoire qui tourne autour de ça. À la fin, j'y reviendrai. Les personnages, donc Meg, je vous disais, elle a plus de problèmes psychologiques qu'avant pour arriver à supporter la nouveauté et compagnie. Je me suis demandé à plusieurs moments si c'était pas un peu artificiel, parce que certes elle avait déjà cette caractéristique avant, mais là c'est énormément amplifié. Alors après on nous dit oui mais c'est parce que en gros elle a pris sur elle au début et là elle sature. Donc je veux bien l'accepter, mais c'est vrai que parfois c'était un peu limite. J'ai quand même l'impression que c'est une caractéristique qui était pas forcément prévue dès le départ et qui s'est créée et ajoutée au fur et à mesure. Et du coup sur les autres Cassandra Sangué c'est ultra amplifié. Mais je trouve ça intéressant parce que en tant qu'autiste, on a un peu le même problème. Donc très clairement, je trouve que c'est une problématique intéressante et je trouve vraiment les méthodes intéressantes aussi que Meg va trouver pour mieux supporter le quotidien. Même le fait qu'elle dit que, parce que les gens sont étonnés parce qu'ils lui disent mais c'est bizarre, t'as rencontré plein de gens nouveaux, quand tu fais le trajet en voiture, t'as jamais paniqué, etc. Parce qu'à un moment elle panique parce qu'ils ont déplacé une pile de CD dans là où elle travaille. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon. Et en fait elle dit oui mais il y a des choses où je suis préparée psychologiquement à l'idée que ça bouge. Je sors en me disant tiens comment ça va être aujourd'hui, parce que pour moi c'est un principe de base du truc que ça change. Donc ce qu'il y a à l'extérieur sur le trajet c'est typiquement ça, alors que ce qui est dans son propre local, etc. ça a pour vocation à être immuable, pour que ce soit un endroit un peu cocon pour qu'elle se rassure quand elle y est. Donc elle le vit super mal si on chamboule son cocon, alors que ce qui change dehors, ça va quoi. Plus ou moins, parce que, encore une fois, là, elle va par exemple aller dans un magasin qui appartient aux corbeaux, donc les corbeaux, je vous ai dit, ils adorent les objets brillants et tout ça, donc ils ont plein de bordel, et quand elle y va, elle sature et elle fait un peu une crise d'angoisse en entrant dans la boutique. C'est vrai que ça, on l'avait pas trop vu avant, donc encore une fois, je me suis posé la question, mais bon, je trouve quand même que c'est une bonne idée et que ça va. On n'a pas atteint le niveau de la croquette ou du bug, même si il y a des choses qui m'ont posé question, et je vous les dirai, mais là-dessus, je me suis posé la question et je me suis dit, ça va, j'accepte. Donc voilà, la principale problématique de Meg, ça va être ça. Sinon, la relation Meg-Simon n'avance pas beaucoup, et je trouve ça très bien, parce que, voilà, moi je vous dis, la Bitlit, j'aime bien les univers, mais souvent les romances, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dedans. C'est rare qu'il y en ait que je trouve belles ou intéressantes, alors ça arrive, hein. Je pense que j'aurais jamais lu de Bitlit si j'étais complètement en train de vomir à chaque fois qu'il y avait de la romance. Mais en fait, voilà, il y a des gens qui les font bien. Patricia Briggs, elle fait bien les romances. J'avais adoré toutes ces romances de la série Cyanime. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Il y a des sagas de romances où j'accroche bien, je trouve ça mignon et tout, mais il y en a d'autres où ça me saoule et je trouve que ça dure 3 heures et que ça sert à rien et que c'est du remplissage et on dirait que c'est un cahier des charges et ça m'agace. Donc, j'étais pas trop pressée que ça avance et je suis contente en fin de compte que... Je pense que je peux vous le dire, vous allez peut-être me dire oui tu spoil, si vous la romance vous y attachez de l'importance, moi j'y attache pas d'importance et je préfère qu'il y en ait peu, donc moi je vous le dis pour vous rassurer. Le livre se finit sur le fait que Simon prend la main de Meg, donc on en est là, au tome 3 ils se prennent la main. Donc rassurez-vous, je pense que peut-être genre à la fin du dernier tome ils se diront qu'ils sont amoureux, du coup ils nous auront pas trop saoulés avec leur relation avant, ça va, franchement
Ils sont assez mignons parce que Simon, quand il parle de Meg, il dit que genre il aime bien la lécher parce qu'il aime bien son odeur et son goût et que c'est pour lui dire je suis là et des trucs comme ça. Enfin, ça fait vraiment plus penser à un chien qu'à une relation de couple. Même si de temps en temps il est un peu jaloux quand elle va avec d'autres mecs et que lui-même il se dit qu'il est con, etc. Ça prend quelques lignes, c'est pas un truc qui prend trop de place. Parce que ça, oui, ça pourrait très vite me saouler si ça prenait trop de place. Là, franchement, non. Meg, elle dit pratiquement jamais rien, elle pense pratiquement jamais rien par rapport à Simon. Juste que quand il lui arrive des choses, elle a peur pour lui, etc. Et elle commence à reconnaître sa voix quand les loups hurlent de loin, etc. Elle dit genre ah c'est Simon, il faut que j'y aille et tout. Et il y a les autres qui se disent tiens, elle le reconnaît quoi. C'est pas tous les humains qui sont capables de reconnaître quel loup a hurlé, etc. de loin quoi. Donc on sent qu'elle commence à bien l'intégrer dans son quotidien, qu'il la rassure, etc. Et qu'elle lui accorde sa confiance, mais elle a jamais parlé de lui de manière amoureuse ou quoi que ce soit. Parce que par exemple, vu que dans le tome 2, je vous avais dit, je pense, elle avait flippé à un moment où il s'était transformé en humain dans le lit avec elle, et où du coup il était nu à côté d'elle, et elle était un peu partie en couille, et du coup maintenant il a peur de se retrouver nu devant elle, donc à chaque fois il essaye de l'éviter quand il se transforme, et de se cacher, etc., d'aller dans une autre pièce et tout, il se prend vachement la tête par rapport à ça, et c'est assez mignon encore une fois, parce qu'on sent qu'il comprend pas quel est le problème, mais qu'il a juste envie de ne pas lui faire de mal et de l'épargner parce qu'il voit qu'elle est déjà tout le temps en train d'angoisser et tout. Donc ouais, c'est juste mignon et il y a vraiment... Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de côté relou là-dedans. On se doute vraiment que ça va se terminer en romance, mais c'est juste mignon, ça prend pas beaucoup de place. J'ai vraiment, comme je vous dis, plus l'impression d'assister à une relation de confiance entre un animal et un humain... Donc c'est pas relou, voilà, c'est mignon. On revoit toujours Sam, mais il a pas beaucoup d'importance dans ce livre, on le voit genre avec Bug, enfin ils font des conneries d'enfants, ou ils suivent Meg à des moments ou quoi, mais ils ont pas trop d'importance. On voit beaucoup Monty, donc ça y est, j'ai fini par comprendre que Montgomery et Monty c'était la même personne, de me rappeler du nom de sa fille et compagnie. Bon, du coup on va voir sa fille aussi, et avoir toute une histoire par rapport à ça que je vous spoil pas pour l'instant. Sa fille qui est une gamine assez peste, qui va plusieurs fois faire des crises d'angoisse à Meg quand elle essaye de s'en occuper, donc c'est un peu triste. Bon, les enfants, c'est un peu comme ça, hein. Donc moi, j'ai pas trouvé ça irréaliste. Sinon, il y a aussi, comment il s'appelle, lui ? Nathan, l'autre loup qui des fois gardait Meg, qui va aussi pas mal être là, qu'on va suivre à des moments. Lui aussi, c'est lui qui va trouver Lizzie et enquêter un peu par rapport à elle et tout ça, donc on va plus le voir. Franchement, Meg et Simon, c'est toujours les persos principaux, et je vous dis, Monty qui a pris de l'importance avec Lizzie. Mais sinon les autres, c'est ceux qu'on voyait déjà, on revoit toujours Tess, Henry, je vous disais, Bug il est toujours là, il est toujours un peu agaçant, mais bon des fois c'est rigolo, des fois c'est agaçant. On n'a pas vraiment de méchants dans ce tome, bon je vous ai dit il y a Mark Griff mais on le voit pas trop parce que il est loin en fait. On voit des allocutions de lui qui parle à la télé, etc., pour dire oui, les surnaturels ont détruit les établissements où il y avait des filles perturbées mentalement, c'est scandaleux, à cause d'eux, ces filles se suicident parce qu'elles peuvent pas vivre à l'extérieur, etc. C'est lui aussi qui va dire oui, les pénuries, voilà, c'est à cause des surnaturels qui nous affament et machin. Donc on va assister à ces discours, ça attise vraiment la haine, etc., mais on va pas le voir en face. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment un grand méchant final. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de rapport avec lui. On n'a pas eu beaucoup à faire non plus à des méchants secondaires parce que on sait que des humains font des trucs, mais c'est vraiment des groupes, entre guillemets. Et plusieurs fois, on a eu affaire à des foules de gens haineux ou en colère ou intolérants ou quoi que ce soit, mais pas des gens précis, encore une fois. Ça m'a manqué, comme je vous ai dit, le côté des fouloirs où on bute des gens qu'on déteste, etc. À la fin du livre. Il y a pas ça dans celui-là, mais je pense que ça reviendra. Mais j'espère qu'on pourra se défouler encore plus par la suite, vu qu'on a dû attendre. L'apparence, je crois pas qu'il y ait grand chose de nouveau. On va nous parler donc de Lydie et de son ours en peluche. On va beaucoup nous parler de son ours en peluche. Je pourrais vraiment vous parler de son apparence, du fait qu'il est sale. Puis on nous dit, oui, que les loups, ils sentent qu'il y a l'odeur de la baffe de la petite fille sur ses oreilles, de la nourriture sur son museau, etc. Parce qu'elle fait semblant des fois de lui donner à manger. Et plein de choses. Et malheureusement, il y a des odeurs de sang dessus, donc ils savent qu'il y a eu un problème, qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, entre guillemets, avant qu'il la retrouve. Mais c'est sympa, du coup, d'avoir souvent les avis des loups sur les odeurs des endroits, des choses, des gens, etc. C'est assez original, je trouve ça bien fait, et ouais, c'est intéressant.
Même si, là aussi, il y a une chose que j'ai trouvé moyennement réaliste. Il y a un truc que j'ai bien aimé, je vais le dire, même si je sais pas si on est au bon endroit pour le dire. Il y a un moment, Simon, il voit un flic, pour dire qu'il a l'air fatigué, il dit « il a l'air mâché », et après il réfléchit, il se dit « ah non, les humains, ils diraient pas ça, ils diraient plutôt crever ». Et ça, j'ai vraiment adoré, parce que, oui, là, pour le coup, mâcher, mâchouiller ou quoi, pour dire... Enfin, oui, là, ça pourrait être un mot bien... Enfin, qu'un chien pourrait penser pour dire que quelqu'un a pas l'air bien, quoi. Donc là, ça, c'était bien. C'était pas comme Bug, c'était un truc... D'ailleurs, j'avais réfléchi, je vous avais dit, je réfléchirai pour la prochaine fois, qu'est-ce que les surnaturels auraient pu dire pour un gamin qui est pas capable de se transformer, pour dire quelque chose qui fonctionne pas comme ça devrait. Donc j'ai réfléchi à ce qui perturbait le plus les chiens à ma connaissance, donc surtout la mienne. Sur le coup, je me suis dit la pluie, parce que quand il y a de la pluie, elle est toujours, elle veut sortir, puis une fois qu'elle est dehors, elle se dit oh non, finalement, ça va pas. Mais en fait, ça, je me dis, bah, c'est dans les pays tempérés comme chez nous. Si on est dans une région où il fait chaud, je pense que les animaux vont bien aimer la pluie, donc ça va pas. Et sur le coup, je me suis dit, mais ce qu'il y a de plus perturbant et de plus incompréhensible, c'est les humains, finalement. Donc ils auraient pu le traiter d'humain. Mais bon, on va pas prendre ça, parce que ça créerait de l'ambiguïté, je pense que l'auteur aurait pas pu se le permettre. Et du coup, je me suis dit, le truc le plus perturbant et le plus incompréhensible, je pense, pour beaucoup d'animaux, ça doit être les orages. Parce que tu comprends pas d'où ça vient, ça fait du bordel, ça fait peur, et puis quelqu'un qui prend un coup d'électricité, bah, il peut devenir fou ou handicapé mental ou quoi. Donc pour dire quelqu'un qui fonctionne pas comme il devrait, tu pourrais dire un foudroyé ou un électrocuté ou voilà, un éclairé, un truc comme ça, quoi. Ouais, l'appeler genre ouais, le foudroyé ou l'électrifié ou un truc comme ça. Je me dis que ça aurait pu être plus cohérent. Les travaux gratuits, évidemment. Un truc que j'ai trouvé moyennement cohérent, c'est qu'à un moment, donc les loups fouillent un appartement, donc ils disent ce qu'ils ont pensé, les odeurs qu'ils ont senties, etc. Et à un moment, ils s'approchent des poubelles et ils disent oui, bah c'est bien. Par contre, les poubelles, il va falloir les sortir parce que d'ici un jour ou deux, même vous allez commencer à les sentir. Et ils disent ça d'un air un peu réprobateur, quoi. Genre bon, les humains, on sait que vous avez aucun flair, mais quand même les poubelles, ça se fait pas, il faut les sortir. Et moi, j'ai envie de vous dire, à ma connaissance, j'ai jamais constaté que les chiens étaient dérangés par les odeurs de poubelle. Moi, la mienne, elle est intéressée par les odeurs de poubelle. Quand on y va, elle a l'air hyper contente, elle a l'air passionnée. J'ai l'impression que pour elle, sentir une poubelle, c'est comme moi, lire un livre, quoi, ou regarder une page d'actualité, ou je sais pas. Enfin, c'est un truc, il y a plein d'infos et ça a l'air passionnant. Donc, j'ai pas du tout l'impression que eux, ils se disent que ça pue. Ils se disent, ouais, c'est trop bien, il y a plein de trucs à sentir, ça a l'air super intéressant. Donc, je suis pas trop d'accord avec cette analyse. Après, je me dis que c'est peut-être moins incohérent que la croquette avec le bug parce que c'est des loups, certes, mais c'est des loups qui sont justement humanisés, qui se sont habitués à se transformer en humains depuis quand même plusieurs dizaines d'années, voire peut-être même depuis plusieurs générations. C'est pas très clair à ma connaissance. Donc peut-être que des animaux, enfin des créatures avec un flair de loup, des idéaux, des morales, etc. de loup, mais des habitudes de vie d'humains sur la propreté, sur l'hygiène, etc. Peut-être qu'ils pourraient se dire bon, les poubelles, on les sent, donc il faut les sortir. Globalement, quand même, j'aurais plutôt tendance à dire que les animaux, ça les dérange pas du tout, les odeurs de choses pourries, moisies ou quoi que ce soit, ou les odeurs de gens non plus. À des moments, ils disent que ça les dérange quand ils vont dans la foule d'humains, etc., parce qu'il y a trop de gens qui se mettent des parfums, il y a trop d'odeurs de détergent, etc. Et ça, oui, je pense qu'effectivement, ça, les animaux, ça les dérange. Mais vraiment, les odeurs de poubelle, je ne pense pas que ça les dérange. Personnalité, donc je vous ai dit, Meg qui fait ses crises d'angoisse. Bah, beaucoup de gens où on sent qu'ils se détestent par peur, et les humains qui commencent à détester les surnaturels parce qu'on leur met plein de trucs sur le dos et qu'on leur fait croire que c'est de la faute des surnaturels qui souffrent, alors qu'en fait c'est pas forcément vrai, mais aussi parce qu'on leur met la pression, et que bah, on dit par exemple, il y a des pénuries de nourriture, on fournira que les gens qui font partie du mouvement les humains avant tout. Les autres, ils auront plus rien, etc. Et si des gens vendent de la nourriture aux terrains indigènes, bah, ils vont être considérés comme des traîtres à l'humanité. On les appelle des pro-loups. Il y a des gens qui disent ouais, ça devrait être écrit sur leur carte d'identité que c'est des pro-loups, parce que comme ça, on n'accepte plus les pro-loups dans certains établissements et machin. Donc, ça pue et c'est intéressant. Donc voilà, et le fait, comme je vous disais, que les surnaturels ont des réactions émotionnelles très fortes, qu'ils ont envie de les buter, qu'ils ont envie de se venger sur le moment, mais qu'après coup, ils arrivent à y réfléchir et à reparler calmement aux humains qui sont à peu près sympas. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant et j'apprécie. Voilà. Évolution, bah, je vous disais, il y a vraiment ce crescendo où on sent que ça va mal tourner. On espère que
les terrains indigènes et les humains sympas vont réussir à faire comprendre à la majorité des gens que les pénuries et tout ça, c'est pas de la faute des terrains indigènes et que du coup les gens vont se remettre en question, mais on n'est pas sûr qu'ils le feront parce qu'il y a le côté tout le monde se suit dans l'humanité qui est quand même très présent. Et en plus, les gens, en fait, ils détestent de base les terrains indigènes parce que ça les dérange de sentir qu'il y a des créatures qui sont supérieures à eux et qui peuvent les tuer, etc. Enfin, je pense que ça leur fait de la dissonance cognitive, ou de base ça les dérange mais qu'ils l'admettent pas trop. Du coup, avoir des prétextes pour se venger contre eux, les haïr, dire qu'ils vont se battre, etc., ça les arrange. Alors après, oui, il y a aussi un truc, je sais pas si c'est un spoil, mais je pense que je peux vous le dire parce que ça va être un des points qu'on va réaliser au milieu du livre et qui va être important, et que pour le coup les humains n'ont pas encore réalisé, c'est que le mouvement Les Humains avant tout, il s'est lancé donc à Sel Romano, donc en Europe, et en fait les habitants de Tahitya, donc de l'Amérique, il y a beaucoup moins d'humains là-bas, parce que les humains en gros ils peuplent quasiment toute l'Europe et il n'y a pas beaucoup de terrains indigènes en Europe, donc les humains là-bas ils dominent et il n'y a pas de problème, mais ils sont arrivés à Tahitya et là-bas ils sont dans des petits terrains et il y a majoritairement des terrains indigènes partout. Et en fait, les gens de Sel Romano, donc ils ont attisé la haine chez ceux de Tahitya. En fait, on pense qu'ils savent que les humains de Tahitya n'ont aucune chance de survivre au surnaturel, et en fait, ils s'en foutent. Ils se disent, ils vont crever, et ça va faire que attiser la haine des humains qui vivent à Sel Romano, et donc en gros, ça va nous faire des partisans là-bas, et eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner, avoir du pouvoir politique, etc., là-bas. Mais ils sont prêts à sacrifier tous les humains de Tahitya pour gagner le pouvoir à Sel Romano, en gros. Et je trouve ça vachement stylé, et très intéressant. Et j'espère qu'ils arriveront à dénoncer la conspiration, etc. Et je suis pas sûre, parce que ce livre, cette saga, essaye pas mal de dénoncer les travers de l'humanité. Donc moi, je suis pas sûre que ça se termine sur finalement, les humains ont compris, etc. Je pense qu'on peut peut-être aussi rester dans les humains qui sont sympas sont minoritaires, les surnaturels vont faire des exceptions, ils vont exterminer plein d'humains, mais ils vont laisser en vie ceux qui sont à peu près capables de collaborer. Et qu'on va être dans un monde vraiment plus divisé, où les surnaturels domineront complètement à Tahitya, et les humains seront peut-être dominants à Sel Romano, et que du coup il y aura peut-être une guerre entre les continents, ou je sais pas. Voilà, je suis pas sûre que ça se termine bien, cette saga, etc. On verra. Mais j'en suis pas sûre, et ça me fait plaisir. Parce que quand on sait trop que ça va bien se terminer, on n'y attache plus d'importance, quoi. Donc de l'évolution il y en a, mais de l'évolution, comme je vous disais dans les persos, il y en a moyennement. L'évolution entre Meg et Simon, ça va lentement mais ça m'arrange. De l'évolution de Meg il y en a parce que il faut, elle est bien obligée, mais elle évolue lentement parce que c'est ses caractéristiques psychologiques qui veulent ça. Les autres persos, il n'y a pas grand chose. Voilà, les flics ils étaient déjà sympas donc ils vont le rester. Les filles aussi qui sont la meute de Meg selon Simon. Les filles qui travaillent donc dans l'enclos et qu'il accepte de garder parce que justement ça fait des copines pour Meg, elles sont assez sympas aussi, et voilà, je pense qu'elles vont pas changer. Donc il n'y a pas trop d'évolution à ce niveau, mais il y a de l'évolution globale dans ce qui se passe dans le monde, et ça c'est cool. L'univers de la créature, c'est un peu de ça que je vous parle depuis tout à l'heure, donc on en sait beaucoup plus sur ce qui se passe à l'échelle mondiale, on sait beaucoup plus qu'est-ce que font justement le mouvement Les Humains avant tout, à une échelle très vaste, et comment ils manipulent les petites gens, alors qu'ils vont même les pousser à leur propre destruction et qu'ils s'en foutent. Ils vont affamer les gens, etc., juste pour attiser leur haine, alors qu'il y a des gens qui vont en crever et tout. Enfin, c'est bien horrible, et je trouve ça vraiment stylé. Et aussi, on va en apprendre plus sur la hiérarchie des terrains indigènes, parce qu'on sait que ceux qu'on connaît, c'est que ceux qui sont les plus proches des humains et qui traitent avec eux, que, là, ceux que je vous dis, c'est les gares, donc les loups, les vampires, tous ceux qui peuvent se transformer en une sorte d'animaux et qui peuvent prendre des formes humaines. Après, au-dessus, là, comme second strate, il y a les élémentaires et ce genre de trucs, donc qui, eux, interagissent beaucoup moins avec les humains, même s'ils peuvent avoir une forme humaine, ils ont quand même l'air d'utiliser des vêtements, quelques objets humains et tout, mais en gros, eux, ils passent par les gares pour avoir le peu de trucs humains qu'ils ont, et ils sont quand même assez éloignés des humains, et on sent qu'ils les méprisent vachement et qu'ils les aiment pas trop. Et après, il y a des terrains indigènes dont on ne sait encore rien, mais dont on entend parler dans ce tome, et qui sont encore au-dessus, et qui vivent dans les espaces sauvages, et qui, eux, ne veulent rien avoir à faire avec les humains, qui les tolèrent, entre guillemets, pour l'instant, mais qui sont en train de voir si ils vont les tolérer ou pas sur le long terme, parce que là, ça commence à pousser. Donc on sait que si eux décident que les humains, c'est fini, même les autres terrains indigènes ne pourront pas les retenir, et là, c'est mort, quoi. Logique et cohésion, je vous ai dit, je vous ai parlé des petites choses qui m'ont dérangé, mais il n'y a pas eu de choses qui m'ont choqué, comme le bug ou la croquette, donc ça va.
Même si Bug est toujours là, hein. Donc il me dérange toujours dans le principe, mais bon. Mystère et découverte, bah oui, il y en a. Même si, comme je vous ai dit, j'espérais que ça avancerait plus vite, j'espérais qu'on aurait plus, voilà, le côté guerre, qu'on aurait plus des méchants qui se révéleraient, qui se dévoileraient et qui seraient assez détestables et qu'on verrait des nouveaux surnaturels, etc. Là, on n'a pas vu grand-chose de nouveau. Bon, on connaît mieux la hiérarchie des terres indigènes et on sait qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qui est au-dessus, etc. Mais pour l'instant, on sait quasiment rien d'eux. On sait aussi qu'il y a d'autres moissonneurs comme Tess, qui sont chargés de réguler, entre guillemets, les populations humaines, donc voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais peut-être qu'on aurait pu en apprendre plus. En tout cas, Mystère et découverte, je trouve qu'il y en avait, mais moins que dans les précédents. C'était pas du tout inintéressant, mais on était plus vraiment sur un côté enquête dans un univers qu'on connaissait déjà. Il y avait moins le côté exploration de nouvel univers, moins de découverte de nouvelles créatures et tout. Écriture, elle est toujours comme avant, je la trouve toujours bonne. Il y a toujours un petit côté humour mignon, je vous disais, quand on est du point de vue des terres indigènes et qui décrivent comment ils voient le monde des humains, les erreurs d'interprétation qu'ils font par rapport aux humains, etc. C'est souvent mignon, des fois ça peut paraître un peu surfait. Je trouve que ça va, franchement j'ai pas vu de grosses incohérences et il y a beaucoup de choses où je me suis dit que c'était bien trouvé ou que c'était mignon ou quoi, donc c'était pas mal. Poésie et contemplation, non, il y en a pas. À part, comme je vous disais, toujours le côté, la manière de parler de la nature. On nous parle encore des élémentaires, on les voit toujours avec leurs chevaux qui représentent des catastrophes naturelles, etc. Et les élémentaires tuent encore une fois quelques personnes de manière assez bourrine. Ou on pourrait même voir une sorte de poésie dans le côté naïf des animaux, mais globalement il n'y en a pas trop. Faut vraiment la chercher. Par contre, suspense et action, il y en avait pas mal, même si, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de gros paroxysmes, mais on était beaucoup plus sur un côté enquête. Vraiment essayer de comprendre. Bon, je pense que je peux vous le dire, parce que si je vous le dis pas, c'est vraiment, je pense, la moitié de l'intrigue du bouquin qui repose là-dessus. Donc Lizzie est retrouvée par Nathan seule dans un train, donc avec son nounours qui sent l'odeur du sang humain, mais pas de Lizzie. D'après ce que Lizzie va raconter, ils vont comprendre que sa mère s'est fait tuer. On ne sait pas par qui, et on sait que Lizzie est encore en danger. Il y a des gens qui la recherchent, y compris des gens qui bossent dans la police, mais la police de la ville d'où elle vient, donc pas de Lakeside, mais d'une autre ville. Et donc des policiers qui vont dire oui, on veut interroger la petite fille, on veut que vous nous la rendiez. Il y a sa grand-mère qui demande sa garde, etc. Et en fait, on soupçonne que il y a des gens de la famille de la femme justement de Monty qui sont complices de son meurtre. Donc Lizzie va être mise à l'abri dans l'enclos. À l'abri, oui, c'est ça. À l'abri dans l'enclos. Et donc il va falloir comprendre qui a tué sa mère, pourquoi, et pourquoi Lizzie est toujours en danger. On va avoir une grosse enquête là-dessus, et ça va faire un peu la moitié de l'intrigue avec, comme je vous disais de l'autre côté, les choses un peu mondiales, et puis les Cassandra Sangoé, où on voit de temps en temps des filles, ce qu'elles deviennent à côté, là où elles sont. Chez les intuites, et après il y en a qui vont aller chez d'autres surnaturels. Donc suspense et action, il y en a, mais il y a plus de suspense que d'action. Il n'y a pas beaucoup d'action réellement dans celui-là, je trouve qu'il y en a peu. Il y a vraiment juste une scène à la fin, mais c'est tout. Dialogue, les dialogues sont toujours bien. Il y a des moments où j'ai dû revenir en arrière et relire un peu parce que j'étais pas sûre de tout comprendre. Il y avait quand même un peu des sous-entendus, etc. Les surnaturels sont plutôt pas mal parce que eux ils en font moins. Et ils ont vraiment tendance à appeler un chat, etc. Et il y a des moments où moi ça me fait vraiment du bien. Parce que j'ai beaucoup plus l'impression de comprendre ce qui se passe par rapport à ça. D'ailleurs, il y a un moment, ça m'a vraiment fait penser à des choses que moi-même je pourrais dire, ou que je pense beaucoup d'autistes pourraient dire. Il y a un policier qui dit à Simon « Bon, je vous raccompagne », alors que c'est juste pour aller jusqu'à la porte, pour sortir de la pièce. Et Simon, il lui fait « Non, mais je suis rentré il y a 10 minutes, mon odeur est toujours là, je vais retrouver mon chemin, en fait !» et après, il voit que les policiers font une tête bizarre, donc il dit « Quand vous dites ça, c'est comme les femmes qui disent qu'elles vont se repoudrer le nez, alors qu'en fait, elles vont faire pipi, c'est ça ?» Et le flic il fait ouais, en quelque sorte. Et ça l'a fait rire, et je me suis dit oui, bah voilà, ça typiquement c'est des trucs moi non plus je comprends pas en général. Du coup ça me rassure de voir d'autres gens qui comprennent pas. Ça me fait comprendre à moi-même pourquoi avant je m'identifiais beaucoup aux animaux dans les histoires, etc. Et quand il y avait justement des surnaturels ou des êtres qui étaient un peu pas trop sociabilisés, etc., bah, j'avais tendance à me rapprocher d'eux, et du coup je me mettais quasiment toujours dans les côtés des êtres surnaturels ou des animaux, des trucs comme ça, plutôt que du côté des humains, parce que je comprends toujours pas ces trucs. Du coup ça m'a fait plaisir. Mais donc ouais, les dialogues sont cool, les surnaturels ont toujours des naïvetés comme ça un peu mignonnes, même s'il y en a certaines qui peuvent paraître surfaites, il y en a plein qui sont bien trouvées, qui sont stylées, mimi et tout. Un tout petit peu de sous-entendu chez les flics, mais ça va, en relisant plusieurs fois, on finit par comprendre. Des trucs bien dégueulasses de la part
de Mark Griff et compagnie, donc on sera bien content quand on pourra le tuer celui-là. J'attends ça avec impatience, mais du coup oui, les dialogues sont bien. Originalité côté marquant, non, il y en a pas vraiment, à part comme je vous disais, globalement en fait le côté à la fois violent et naïf des animaux, enfin des loups surtout, mais des autres surnaturels aussi. Peut-être qu'il va me marquer un peu parce que il y a quelque chose de touchant là-dedans que j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai passé la crédibilité et réalisme. Oui, en tout cas crédibilité et réalisme, j'ai pas de problème. Note globale, je suis restée à 7. Je pense, très franchement, vu qu'on est au tome 3 et que le schéma semble à peu près toujours pareil, et que ce que j'en pense est aussi à peu près toujours pareil, je pense que je vais toujours rester à 7. Alors vous allez me dire, oui, il n'y a pas de croquette et t'as pas monté ta note. Ben oui, parce que, comme je vous ai dit, d'un côté, il y avait moins d'action, j'espérais une guerre, il n'y a pas de guerre, etc. Donc je trouve qu'on reste sur un schéma toujours un peu similaire et peut-être un peu facile, mais en même temps, c'était bien fait, c'était agréable, je me suis jamais ennuyée, ça m'a reposé, ça m'a détendu, ça m'a changé les idées, j'avais vraiment l'impression d'apprécier ce que je lisais, j'avais hâte d'y aller. Quand je faisais des pauses, je me disais vivement que je puisse y revenir et tout. Donc je suis contente parce que, comme je vous disais, ça faisait plusieurs trucs que j'avais trouvé un peu bof d'affilée. Et donc j'avais vraiment envie d'aimer quelque chose et de me sentir, de me dire ronron, tout va bien, c'est bon. J'arrive à apprécier des choses dans ma vie. Donc je suis contente et je pense qu'on va rester sur un set tout le long, mais je continuerai bien entendu de vous dire ce que j'en pense tome par tome. J'ai hâte de continuer, et en même temps, voilà, je me dis que ça va pas être foufou, ça va pas être un truc qui va me marquer à vie, qui va changer ma façon de voir le monde, etc. Mais je pense que ça sera toujours sympa, et c'est déjà bien. Sur ce, spoilons. Alors, qu'est-ce que je voulais pas vous dire, ou qu'est-ce que je devrais vous dire finalement ? La scène d'action de la fin, qui n'est pas défoulante, c'est parce qu'en fait, donc Meg a une vision qui lui dit brusquement qu'il y a des gens qui vont rentrer dans les appartements que les surnaturels ont attribués aux flics chez eux, pour les abriter pendant qu'il y a des... Enfin, pendant qu'ils sont détestés par les autres humains en fait. Des gens donc qui vont rentrer là-bas pour chercher des trucs dans les affaires de Lizzie et compagnie. Du coup, Tess va là-bas et se dit qu'elle va les laisser d'abord fouiller et ensuite les buter, histoire de bien montrer aux humains qu'elle les a butés pour une bonne raison. Et donc d'un autre côté, Meg voit aussi qu'il va y avoir des trucs... Il y a les filles, donc la meute de Meg, comment elle s'appelle, Mary Lee et je sais plus comment s'appelle l'autre, qui ont dit ouais les corbeaux, ça vous dirait d'aller sur tel marché, il va y avoir un bazar, plein d'objets à vendre et tout, ça va être cool, pour les réconforter, parce que bon, ça allait pas trop en ce moment, la vie, etc. Et donc ils ont demandé l'autorisation à Simon a dit oui. Bon, il a pas trop réfléchi non plus, mais il s'est dit oui, bon, ça va remonter le moral des corbeaux, ça va aller, etc. En fait, après, il va vraiment regretter sa décision et il va se dire j'ai été con en ce moment avec le climat qu'il y avait. Envoyer un petit groupe de surnaturels au milieu de plein d'humains, c'était vraiment pas le move à faire. Mais sur le coup, il a dit oui parce qu'il était un peu dans autre chose. Et donc, ils sont allés faire ça. Et en fin de compte, donc Meg a une vision comme quoi les corbeaux et compagnie vont se faire massacrer, se faire défoncer par des foules d'humains en colère. Et une fois que Simon aura été averti, il va voir que sur le fameux marché où il y avait des mecs qui vendaient des objets aux corbeaux, qui leur montraient des objets brillants, qui étaient vraiment en train de les occuper et de les faire rester longtemps, etc. D'un autre côté, il y avait plein de mecs qui vendaient ou qui distribuaient des armes à des foules d'humains, et les humains commençaient à bloquer les sorties, etc. Pour dire, on va vous massacrer, en gros, on va massacrer les surnaturels pendant qu'on en a l'occasion, quoi. Donc il va y avoir un espèce de lynchage de petits groupes de surnaturels. Alors évidemment, les surnaturels sont plus forts, entre guillemets, que les humains. Donc quand tu mets une foule d'humains face à 5-6 surnaturels, ça fait un combat un peu équitable. Même si, du coup, il y a des morts des deux côtés, et c'est un peu moche. En plus, avec les humains, il y avait les flics qui sont arrivés pour les aider. Il y en a qui étaient des... Oui, parce que je crois qu'il y avait une des femmes... Voilà, il y avait une des femmes des flics aussi qui devait être avec les filles. Donc il y a d'autres flics qui vont arriver, qui vont dire police, arrêtez, vous n'avez pas le droit, etc.
de braquer les surnaturels. Bon, évidemment, les gens vont leur dire ouais, de toute façon, vous êtes des pro-loups, vous êtes des traîtres à votre race et machin. Donc, ils vont aussi les agresser. Du coup, il y a des flics qui vont se faire blesser. Simon va se battre et se faire blesser aussi, mais il va évidemment massacrer plein de gens. Donc, plein de gens vont se massacrer les uns les autres. Il y a une des corbeaux, Cristal, qui va se faire tuer. Il y a un des flics aussi qui va se faire tuer. Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'était un des flics qui étaient sous les ordres de Monty. Sinon, il y a plein de gens dans la foule qui se sont fait tuer. Au final, ça s'est terminé parce que les loups étaient un peu capoutes. Tout le monde était un peu capoute, donc ça s'est terminé avec Feu, donc l'élémentaire Feu, qui a cramé, qui a fait exploser des voitures, qui a cramé plein de gens, et qui a mystérieusement, évidemment, épargné les surnaturels et les humains sympas. Donc eux ont pu s'enfuir, entre guillemets. Il y a aussi les vampires ensuite qui ont poursuivi les humains qui avaient un peu initié le bordel, ou qui avaient buté des gens précis, qu'ils détestaient, etc. Bon, ils les ont suivis et ils les ont achevés de manière un peu discrète, en faisant genre, ils étaient dans la foule, ils sont morts dans le bordel, etc. Et le pire, c'est que les humains, après ça, continuent de penser, les voitures ont explosé accidentellement parce qu'il y a dû avoir une fuite d'essence, le bâtiment a brûlé parce qu'il y a dû avoir une explosion, machin. Enfin, en gros, ils rationalisent tout. Et puis ils disent la tornade qu'il y a eu, la tempête qu'il y a eu, non, en fait c'était air quoi. Les humains en fait ils ne connaissent que les gares comme surnaturels, loups, ours et compagnie qui peuvent prendre forme humaine, et ils connaissent pas du tout les élémentaires, donc même si on leur dit que ça existe, ils y croient pas trop, parce qu'ils les ont pas vus de leurs yeux, etc. Et donc en gros ils sont complètement dans le déni de ça, et ils ont l'impression que c'est une poisse s'il y a des foules qui sont mortes, et ils disent toujours aussi que c'est de la faute des surnaturels, etc. Mais ils mesurent toujours pas le point où ils sont inférieurs, entre guillemets. Et à côté de ça, donc il y a aussi eu des bateaux qui ont été coulés, parce qu'en gros, les surnaturels, ils ont appris, par le biais du journal intime de la mère de Lizzie, ils ont appris donc que c'était le mouvement Les Humains Avant Tout, donc en particulier Mark Griff et la famille de la fameuse Hélène, qui détournait donc des marchandises pour les revendre à Cell Romano, donc en Europe. Donc ils prenaient des trucs qui étaient censés être destinés à Taïsia et ils les emmenaient en Europe, quitte à affamer Taïsia. Bon, en passant, ils emmenaient aussi des Cassandra Sangué pour refaire de la drogue au-delà du loup et 7e ciel. Donc les surnaturels, une fois qu'ils ont su que c'était ça qui se passait, ils ont décidé de couler tous les bateaux qui... en gros, toute la nourriture dont à Taïsia, il y en avait officiellement une pénurie, et qu'ils trouvaient en bateau qui était en train de partir vers Cell Romano, il les coule. Et s'il y a des Cassandra Sangué dedans, évidemment, ils essayent de les sauver. Donc bon, ça gâche de la nourriture, mais en même temps, ils pouvaient pas vraiment la ramener. Donc voilà, il y a plein de bateaux qui vont couler, et encore une fois, les humains se disent tiens, il y a eu une tempête en mer, il y a eu des accidents, il y a eu des machins, et non, en fait, il y a juste un élémentaire qui s'appelle océan, parce qu'en gros, il y a un élémentaire aquatique par mer, / océan, / lac et compagnie. Ils sont puissants en fonction de si leur océan, / lac, / truc est grand, etc. Donc typiquement ceux des océans sont très puissants, il faut pas les emmerder, et s'ils ont envie de couler un petit bateau, pour eux ça représente à peu près rien. Donc encore une fois, on voit que les humains n'ont pas du tout conscience du danger qui court et du point où ils sont fragiles, etc. par rapport au surnaturel. Il y avait aussi des joyaux qui avaient été cachés dans le nounours de Lizzie par le frère de Hélène, qui faisait en gros, c'est des gens du mouvement, si on veut, c'est un peu comme une secte. Ils rançonnaient entre guillemets les gens en leur disant vous faites partie de notre mouvement, vous nous faites des dons, et en retour vous aurez une bonne place dans notre mouvement, vous aurez pas de problème et tout ça. Donc les gens utilisaient leurs économies pour acheter des joyaux pour pouvoir les donner au mouvement, pour que ce soit plus facile à transporter. En gros, c'est soit des richesses physique entre guillemets qu'on peut cacher, transporter, etc. sans avoir à passer par des endroits qui laissent des traces quoi. Du coup c'est pour ça qu'il y avait des joyaux dans le nounours, et finalement c'était des gens de ce mouvement qui cherchaient à retrouver le nounours et à les reprendre. Les surnaturels se sont amusés à leur rendre un nounours avec des babioles dedans au lieu des joyaux. Évidemment eux ils pouvaient pas dire mais où sont les vrais joyaux, parce que officiellement ils étaient pas supposés savoir qu'ils existaient, donc ils étaient pas supposés savoir que c'était des vrais et qu'ils avaient été remplacés, etc. Donc ils pouvaient un peu rien dire, donc c'était rigolo de leur mettre dans le cul de cette manière là. Mais finalement voilà, donc ils avaient prévu d'avoir plein d'argent via ce truc, et finalement ça a fait un gros trou dans leurs finances, mais malgré ce trou, on sait qu'ils sont encore hyper riches et hyper puissants en Europe, et donc on sait qu'ils n'ont pas du tout dit leur dernier mot, même si on a dénoncé une partie de leur machination, et on a fait tomber une partie des plans qu'ils avaient prévus. Ils sont toujours là, et donc la grosse bataille c'était cette espèce de truc où la foule s'est mise à taper sur les surnaturels, et où eux du coup ils se sont battus aussi pour défendre les flics, les corbeaux, etc. Enfin ceux qui étaient moins forts parmi les leurs. Donc voilà, il y a eu des morts, etc. Donc ils ont vraiment la haine, et à la fin il y a un coup de fil, enfin c'est pas tout à la fin mais c'est vers
les 3/4 on va dire, un coup de fil des terrains indigènes qui sont supposés n'avoir rien à faire avec les humains, donc on sait pas trop ce qu'il leur a pris d'utiliser un téléphone, mais bon, c'était probablement pour le mystère, pour qu'on les voit pas en face, qui appellent donc Simon et qui disent on a appris que vous essayez quelque chose d'original à Alexide, que vous essayez de communiquer avec les humains, de vous rapprocher d'eux et que vous arrivez à des résultats. Continuez de faire ça, parce que c'est le dernier espoir qu'on a pour l'humanité. Sachez que si ça réussit pas, l'humanité on l'élimine. Vous êtes la dernière chance de l'humanité. Voilà. Sachez-le bien, et donc continuez ce que vous faites, essayez de vous rapprocher de l'humanité, de voir ce qu'il y a à en tirer, de voir si c'est possible de cohabiter avec, parce que si c'est pas possible, nous, on la dégage. Donc ça c'est cool, c'est vraiment classe, etc. Et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. Simon, qui avait un peu une angoisse en se disant est-ce qu'on devient trop humain, est-ce qu'on est corrompu et tout, là il se dit si les terrains indigènes entre guillemets supérieurs reconnaissent que l'humanité mérite d'exister, ou du moins une partie d'elle, peut-être que dans le futur il y aura des gares humains, des créatures dont la forme de base ce sera une forme humaine, qui seront des métamorphes, mais dont la forme de... Ils seront des humains-gares, comme il y a des wolf-gares, des bear-gares, etc. quoi. Donc je trouve que c'est vraiment stylé, c'est vraiment sympa de voir cette alternative, cette espèce de croisée des chemins pour l'humanité, où soit elle peut devenir une espèce qui va s'intégrer dans la nature, devenir un animal parmi d'autres, etc., trouver son équilibre, ou soit se faire balayer parce que justement elle n'est pas capable de cohabiter avec les autres, il faut toujours qu'elle massacre tout, etc. Un truc que je vous ai pas spoilé, mais que j'ai trouvé moyennement cohérent aussi, c'est que les Cassandra Sangué qui sont... en fait, Meg a des propos, n'importe quoi. Des visions à propos, voilà c'est ça. Elle a une vision à propos de Cassandra Sangué qui sont retrouvées sur le bord de la route, en train de souffrir, etc. Et donc de errer et de potentiellement se faire écraser par des camions et tout. Et on sait pas trop pourquoi elles errent comme ça, et elles demandent pas de l'aide, et elles meurent sur le bord de la route. Donc ils vont se mettre à les rechercher, d'un côté les gares et d'un autre côté les flics. Et ils vont finir par apprendre que ces filles sont des filles des Cassandra Sangué qui étaient enceintes, et en fait qui étaient emmenées par camion pour aller accoucher dans un complexe particulier, mais comme tous ces trucs ont été fermés, là, elles ont été livrées elles-mêmes. Et en fait, comme on leur a dit, si les flics vous trouvent, ils vont vous forcer à avorter, ils vont vous torturer, ils vont vous frapper, machin. Du coup, elles sont terrorisées, donc elles essayent à tout prix de pas se faire découvrir, et donc elles ont tendance à mourir dans la nature, mourir un peu d'angoisse, de terreur et de faim et compagnie, parce qu'en gros... elles sont complètement inadaptées, et comme elles s'enfuient quasiment à chaque fois qu'on veut les aider, elles finissent par mourir dans un coin. Donc c'est assez horrible. Et en fait, c'est Cassandra Sangué, de base, ce qu'il faisait, c'est qu'il les faisait accoucher dans un espèce de centre, et les bébés filles, il les gardait parce que pour en refaire des Cassandra Sangué, et les bébés garçons, il les foutait à la flotte comme on noie des chatons. Et c'est en apprenant ça que Simon a pété un câble, et qu'il a dit ouais, de toute façon, les singes, vous allez dégager de mon enclos, machin, et qu'il a complètement pété un câble en disant l'humanité, vous êtes une espèce de merde, comment on peut être comme ça, etc. Et moi je me dis non mais attends... Meuf, t'es pas au courant quand même qu'il y a plein d'animaux qui bouffent leurs petits. Il y a plein d'animaux qui... Enfin voilà quoi, c'est pas du tout propre aux humains de tuer des bébés en fait. Effectivement, c'est propre aux humains de faire ça de manière institutionnelle. Le côté, on élève des filles, on les accouple, on prend les filles et puis les mâles on les fout à la flotte, comme on fait avec les poussins, on prend les femelles et les mâles, on les broie et compagnie. Oui, ça, je peux comprendre que ça vous pose problème, mais juste, parce que là, il bloque sur le fait de dire on fait jamais de mal au bébé, et d'ailleurs, par la suite, ils vont le dire par rapport à la fameuse Lizzie, la fille de Monty. Nathan, entre guillemets, il l'aide, il la recueille et compagnie, parce que pour lui, c'est un bébé, et ils disent, voilà, les animaux, nous, on fait pas de mal au bébé. Non, quoi. Je veux dire, un animal qui a faim dans la nature, il peut très bien tuer un bébé d'un autre animal, ils s'en foutent totalement que ce soit un bébé ou pas un bébé. Dites-moi si vous avez des chats, bien sûr que les chats, après vous allez me dire oui mais peut-être que pas les chats mais pas les loups, mais bien sûr que si. Les chats ils tuent des oisillons, s'ils trouvent un nid avec des oisillons ils vont se faire un petit massacre, bien sûr que oui. Et les loups aussi, tous les animaux le font. Bien sûr qu'on tue les petits, alors ouais vous allez me dire les petits d'une autre espèce, mais même les petits d'une propre espèce, il y a plein d'animaux qui bouffent leurs petits. Ma mère quand elle m'a raconté quand elle était petite elle avait une chèvre qui avait bouffé son petit, voilà ça arrive très souvent en fait, donc arrêtez encore une fois d'idéaliser les animaux et de penser qu'il y a que les humains qui font des trucs que vous trouvez moches psychologiquement. Suffit qu'un animal soit entre guillemets pas psychologiquement prêt à avoir des petits, etc. Puis encore une fois, pour que la reproduction marche, que l'espèce soit encore là et tout, il suffit qu'il y en ait une majorité qui ait
un truc qu'on peut appeler instinct maternel. S'il y en a une minorité qui bouffe leurs petits, soit parce qu'ils ont faim, soit parce qu'ils sont un peu toqués, ou voilà, juste pour eux, ça signifie rien. Mais... Donc voilà, ça sort, il le bouffe, ça change rien en fait, ça change rien à la nature, ça peut continuer à exister, etc. Et oui, ça arrive, et non, je pense pas que les animaux soient choqués. Et puis c'est pareil, Nathan il est choqué aussi parce qu'il y a un mec quand il y a Lizzie qui est seule dans le train, il y a un mec donc humain qui tourne autour d'elle et il dit ouais il avait une odeur de sexe et tout, donc ça l'a scandalisé parce que pour lui on touche pas aux enfants. Mais attends, les animaux ils tiennent même pas compte du tout du fait que les enfants soient leurs enfants ou quoi. Tu vois quelqu'un du sexe opposé, tu t'essayes de coucher avec, si t'es dans le moment où t'en as envie. Bien sûr, enfin je veux dire, moi, voilà, j'ai un lapin qui a essayé de coucher avec ses bébés qui avaient genre 1 mois et demi, 2 mois ou quoi. Ça n'avait aucun sens, je veux dire, il monte dessus, le petit il était entièrement en dessous, tu pouvais rien faire de constructif avec ça, mais il essayait quand même de monter dessus juste parce que c'est une odeur de femelle, enfin voilà quoi, les lapins là-dessus, ils voulaient même coucher avec des chats, donc... Mais bien sûr que si, que les animaux aussi ils couchent avec les petits et qu'ils sont pas morales là-dessus. Enfin, franchement, cette idéalisation et cette naïveté à propos des animaux, faut arrêter à un moment. Moi, je suis bien d'accord, hein, je préfère aussi les animaux aux humains, je trouve ça plus franc, etc. Parce que les humains, c'est trop tarabiscoté, mais les animaux sont aussi capables de commettre les actes enfin, ce genre d'actes en tout cas. Ils mentent moins bien parce qu'ils savent pas le faire, etc. Enfin, c'est les côtés sociaux qui sont moins développés chez eux, donc c'est pour ça, c'est moins subtil en fait, mais tuer, coucher avec n'importe quoi, agresser un peu n'importe quoi, ou quoi, bien sûr qu'ils le font. Arrêtez un peu d'idéaliser les animaux, même si je comprends l'idée, etc. En fait, moi, ce qui fait que j'en veux plus à l'humanité, c'est son hypocrisie. C'est le fait que les gens arrivent avec des grands principes, des grandes idées, des grands idéaux. Ils vont dire, oui, voilà, nous, on va faire en sorte que tout le monde soit égaux, que tout le monde ait à manger, que tout le monde machin. Et en fait, tu te rends compte que derrière, ils se gavent et en fait, c'est eux qui affament les autres, etc. Bah oui, ça me donne envie de les buter, bien sûr. Les animaux ne font pas ça. Les animaux n'essayent pas de te faire croire qu'ils vont être sympas avec toi si en fait ils en ont rien à foutre et qu'ils vont te voler. Voilà, s'il n'y a pas beaucoup de nourriture, bien sûr qu'ils vont essayer de la prendre pour eux, mais ils vont pas essayer de te faire croire le contraire. Donc, mais bien sûr aussi qu'un animal peut te voler de la nourriture et quand tu le regardes, il peut faire l'innocent en mode non, j'ai rien fait. Voilà, c'est juste une beaucoup plus petite échelle, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment de moralité supérieure ou quoi que ce soit. Donc je comprends ce que l'auteur a essayé de faire, mais c'est trop naïf par moment. Mais ça reste mignon et j'aime bien et je continuerai de lire ça et j'éprouve du plaisir à le lire, etc. Et je suis à fond pour les animaux, je suis contente que la nature se venge, etc. Mais oui, c'est quand même une vision très naïve et faut des fois redescendre un petit peu de son petit nuage. Les animaux ne sont pas des bisounours, des peluches et compagnie. Enfin, les animaux aussi tuent des fois sans forcément manger ce qu'ils tuent. Des fois aussi ils font preuve de cruauté. Enfin voilà quoi. Et les chats, encore une fois, qui aiment bien que les souris ou les oisillons ou quoi couinent et qui vont les relâcher, les reprendre, les laisser partir un petit peu, ressauter dessus, etc. Bah pour eux, c'est juste rigolo en fait. Donc on se dit oui, mais ils font pas exprès d'être cruels. Bien sûr que non, mais je pense que beaucoup d'humains qui sont cruels, ils le font pas non plus exprès, entre guillemets. C'est juste qu'instinctivement, ça leur est venu. Et bien sûr qu'après, ils ont sûrement fait un peu d'hypocrisie, un peu de dissonance cognitive et qu'ils ont essayé de donner ça une apparence acceptable. Et c'est ça qui nous répugne, c'est qu'on essaye de camoufler le truc sous une apparence acceptable, comme si on vous mettait un caca enrobé de chocolat ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Mais les humains sont capables de faire ça uniquement parce qu'ils sont plus subtils, plus complexes, etc. C'est pas parce qu'ils sont moralement plus mauvais ou plus dégueulasses. Je tenais un peu à rétablir la vérité là-dessus, même si, comme je vous dis, j'aime cet univers et je continuerai de le lire avec plaisir. Mais voilà, je vois des choses fausses, j'ai envie de les corriger, c'est mon côté perfectionniste, donc je le fais. Mais c'était cool, je vous ai dit. Comme je vous disais, le fait que Simon, il demande aux humains qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous prenez la main, etc. Et qu'à un moment, justement, Meg a l'air un peu triste, parce qu'elle est dans la même pièce que lui et qu'il réagit pas du tout par rapport à elle, alors qu'elle est pas bien. Et il y a un flic qui lui dit, mais je pense que, je sais plus si c'est un flic ou non, c'est peut-être une fille, je sais plus. En tout cas, quelqu'un dit à Simon, mais elle aurait peut-être attendu un petit geste de ta part, un truc pour lui dire je suis là. Et lui, il se dit, bah oui, c'est comme le petit coup de langue que je lui mets, mais elle a pas l'air toujours
elle a pas l'air toujours d'apprécier, c'est surtout que il peut faire ça quand il est en loup, mais en humain il sait pas quoi faire. Je crois qu'après il voit des gens se prendre la main, et il leur demande mais ça veut dire quoi quand vous vous prenez la main? Et ils disent justement ça veut dire je suis là, ça veut dire voilà de l'amitié, entre un mec et une femme s'il y a quelque chose ça peut vouloir dire plus entre guillemets, mais ça peut être juste amical et c'est quelque chose pour dire je te soutiens. Et donc lui, à la fin, il voit Meg et il lui prend la main pour lui dire je suis là, quoi. Donc c'est mignon et je suis contente qu'on ait une relation comme ça. Je suis reposée par rapport, je vous disais, au truc sexuel qui me dérangeait avec Jacques Vendroux et même un peu avec Frank Herbert ou tout ça. Mais évidemment, on est dans un livre écrit par une fille, donc voilà. Et là, je me sens mieux. Je me dis oui, voilà, là c'est mignon. Là, j'ai pas l'impression d'être agressée par des trucs qui essayent de me marteler comment je devrais être, alors qu'en réalité je suis pas comme ça et compagnie. Là on est dans l'émotionnel. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je trouve ça reposant aussi que les loups, les animaux globalement, ils s'en foutent du cul et ils ne comprennent pas ça. Ils se disent, quand quelqu'un en fait est excité, enfin quand quelqu'un a une odeur qui leur fait penser au sexe, ils y vont, ils se disent oui ok, on répond ou on répond pas selon nos envies, mais voilà. Mais quand quelqu'un n'a pas une odeur qui veut dire que la personne pense à ça, pour eux ça signifie rien de voir une personne nue ou quoi que ce soit. Si la personne n'a pas l'odeur correspondante, pour eux ça n'a aucun rapport. Et ça, je trouve ça aussi extrêmement reposant. Si seulement tout le monde pouvait être comme ça, si on pouvait faire ce qu'on veut, entre guillemets, sans que les gens voient des trucs sexuels partout. Mais les gens voient des trucs sexuels partout parce que eux ils sont excités et que, en gros, l'humanité a toujours envie de croire que les autres sont comme elle, etc., de tout transformer un peu en miroir pour se faire des chambres d'écho et se confirmer et se dire oui je peux y aller, etc. Enfin, c'est un espèce de contrepartie du côté social, j'ai l'impression, ce truc de toujours vouloir se faire croire que les autres pensent comme nous. Après, est-ce que c'est si social que ça? Parce que je pense que les autistes on le fait aussi. En tout cas, il faut essayer de faire attention à ça. Essayer de plus comprendre autrui et... Ça, c'est vraiment une facilité. Toujours se faire des biais de confirmation pour se dire que les autres pensent comme nous. Mais les animaux le font aussi, encore une fois. Galan, ma chienne, elle se fait croire que j'adore jouer avec elle, que j'adore son jouet, que ça me rend complètement dingue, etc. Parce que elle, c'est ce qu'elle éprouve. Voilà. Des fois, si elle veut me convaincre de la sortir ou de lui donner à manger ou quoi, et que je lui dis non, je suis occupée, elle me rapporte son jouet pour m'amadouer. Alors que moi, j'en ai rien à foutre de son jouet. Donc voilà, c'est pas juste propre aux humains, encore une fois. C'est juste que chez les animaux, ça se voit moins. Parce que, justement, ils préméditent moins, ils sont moins réfléchis, etc. Mais ils ont les mêmes défauts. Les animaux aussi, vous allez les voir être persuadés qu'on veut leur voler leur nourriture, etc. Alors que non, on mange pas la même nourriture qu'eux, mais s'ils y tiennent, voilà. Puis aussi les voir vouloir un jouet parce qu'on y a plus touché, si on a l'air de s'intéresser à quelque chose, ça c'est quelque chose que font les enfants, c'est quelque chose que font les animaux. Très franchement, la plupart des défauts des humains, on les retrouve chez les animaux. Ils sont juste plus mignons parce que faits de manière plus naïve et où ça se voit tellement que ça nous fait plus rire qu'autre chose, mais pareil que pour des enfants, vraiment. Arrêtez de les idéaliser, sinon autant idéaliser les handicapés mentaux ou quoi, non, ça n'a pas trop de sens. Il faut essayer d'être meilleur avec ce qu'on a, avec notre intelligence, si c'est possible. Essayer de la sauver, entre guillemets, parce que c'est notre caractéristique. Et justement, c'est pas pour dire on est les meilleurs, hein, mais on a juste les mêmes caractéristiques morales qu'eux, en plus ou moins, encore une fois. Les animaux, ils ont les mêmes défauts moraux que nous. Il faut pas se dire que nous, on est corrompus à cause de la civilisation, je sais pas quoi. On a juste plus de moyens de nuire ou quoi que ce soit parce qu'on est mis dans une position comme ça. Et ouais, parce qu'on est plus intelligent et compagnie, mais c'est tout. C'est vraiment du plus ou moins. Donc, si vous aimez les animaux, aimez l'humanité. Et si vous avez envie de sauver quelque chose, essayez de sauver ce qui est en vous, je pense. Et pour ça, il faut que chacun fasse des efforts et pas juste rejeter la faute sur les autres, quoi. Pas se dire les animaux sont purs, moi ça va, les enfants, les animaux et moi ça va. Ce que se disent, je pense, beaucoup de gens, hein. Et le reste du monde est à chier. Non, c'est pas ça. Il faut que chacun fasse des efforts, y compris les animaux, y compris les enfants, et y compris nous-mêmes. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore ce que je vais lire, mais j'ai hâte de le savoir encore une fois. Salut!